Vivons un petit peu l'histoire autrement. Nouvel épisode, nouvelle période, nouvelle façon d'aller encore un petit peu plus loin dans l'histoire. C'est un alinéa, c'est monsieur Guillaume Bouilleux qui les organise. Salutations Guillaume. Salut Guillaume. Et tu nous as dégoté, si vous me le permettez mon colonel, un historien militaire colonel. On rajoute tout ça sur les épaules. Michel Goya, c'est ça? C'est ça. Bienvenue dans cette Merci. Tractulée. Bienvenue Merci à vous. Auteur, alors j'en ai un là entre les mains, mais il y en a peut-être même d'autres. Il y en a eu d'autres, Il y en effectivement. a eu d'autres. Il y en a eu d'autres. Les vainqueurs, comment la France a gagné la Grande Guerre, ça tombe pile poil. Comme me le faisait remarquer Guillaume, nous sommes en 2018, c'est le centenaire. Et on va justement parler de cette grande année des vainqueurs. Et je croyais que c'était les Américains qui avaient gagné, non? Pas vraiment? Arrête la provoque. Pas tout à fait. Sinon, je vais m'occuper de Tu toi vas tout de m'occuper suite. de toi. Alors, 1918, 2018, 100 ans, 1918, on va y revenir. Dans une petite série d'émissions de ces alinéas, 4 pour être précis, hein, Guillaume, tu m'as bien expliqué, bien briefé. On va démarrer cette première en guise d'introduction, Michel, j'imagine. Où en est-on en 1917, à l'aube de cette nouvelle année qui verra, je le croyais en tout cas, la fin des conflits. Ce qui n'est pas tout à fait le cas, mais ça on verra dans la 4e émission plus tard. Donc 1917, ça fait déjà 3 ans qu'on se met dessus, a priori bien comme il faut. 4 ans. Ah oui, 4 ans? Bah 14. 14, 4, 15, 5, 16, 6, 17, 14, 15, 16, Oui, 17. 4 ans, Ouais, d'accord, oui. moi je compte avec le Non, mais 1915. juste avant de débuter, c'est pour préciser un petit peu quand même le sujet de l'émission aujourd'hui. 1918, bien évidemment, année importante, s'il en est eu une, parce que c'est le 11 novembre avec l'armistice. Mais cette année, c'est une année où il se passe énormément de choses. C'est vrai qu'en France, en général, on a l'habitude de penser 14 avec la Marne, Oui. de penser 1916 avec Verdun. Si on est anglais, on va plutôt penser 1916 toujours avec la Somme. Et puis après, on a un peu l'impression que finalement, voilà, on va gagner. On va gagner. C'est-à-dire que les Allemands n'arrivent pas à percer, on va gagner. Bon, en 1917, il se passe des choses, on va en parler, notamment avec les offensives Nivelle. Mais finalement, on arrive en 1918. Mais que se passe-t-il en 1918 Comment en arrive-t-on, en effet, à ce que finalement l'Allemagne perde la guerre? Parce que c'est pas parce que l'Allemagne signe l'armistice ils perdent vraiment la guerre. Et cette année, elle est relativement importante parce qu'elle montre, et c'est exactement ce qu'explique Michel dans son ouvrage, et c'est son propos, comment la France devient la première puissance militaire à la fin de la guerre. Ça ne signifie pas que l'Allemagne, bien évidemment, est une puissance qui n'existe plus, qui ne compte plus, mais en revanche, c'est la France qui prend l'ascendant, et notamment sur un niveau d'économie de guerre, sur un niveau technologique, et c'est la France en fait qui sort justement le grand vainqueur de ce conflit. Donc c'est ce que l'on va voir à travers cette émission, et on va se concentrer bien évidemment sur l'année 1918, mais pour présenter l'émission d'une manière globale, cette première émission, évidemment on ne peut pas faire fi du passé, donc on va faire d'abord un premier bilan stratégique de 1917 à travers un certain nombre d'éléments. Oui. Ensuite nous aurons dans une deuxième émission les offensives allemandes du printemps qui donc ont été le dernier coup de poker notamment de Ludendorff sur le front ouest, suite à la désagrégation du front est avec la révolution politique russe, parce que ça se passe durant toute l'année 1917, les bolcheviks, c'est à la fin de l'année 17. Et ensuite, il y a bien évidemment les offensives alliées qui amènent à la victoire. Oui. Et on terminera en fait par une émission de conclusion qui est justement que se passe-t-il après cette victoire? Parce qu'on a appelé la paix, mais quelle paix? À partir de 1919, que se passe-t-il? Quelles sont aussi les conséquences? Et donc, on va borner cette année 18 qui est bien évidemment cruciale, puisqu'elle marque la fin du conflit, par 2 émissions qui vont justement permettre d'obtenir en fait de voir des perspectives aussi bien donc en amont comme en aval. Donc là, bien évidemment, c'est 1917. 1917, alors 4 ans, puisque du coup on compte 1914 dedans, même si elle n'a pas été complète. Oui, enfin ça a suffi. Mais ça a bien démarré en 14. Très bien, 4 ans, 1914. Pour moi, dans ma tête, 1914 plus 4, ça fait directement 1918, donc autant pour moi, mais 4 ans, 1917. Michel, à vous la parole, pardon, mon collègue. Et où en est-on? On est dans une situation, alors apparemment sur le front, sur les différents fronts, les choses ont relativement peu bougé.
c'est toute la difficulté de cette guerre. Hein. Là, c'est englué. Ça s'est englué, on y reviendra, hein, pourquoi. Et en revanche, dans les sociétés tout autour, eh ben, il se passe un certain nombre de choses. La fin de 1917, notamment, il y a un certain nombre de ruptures qui permettent de dire que là, on va basculer vers la fin. Alors, d'un point de vue militaire, l'année 1917, alors d'abord c'est la conséquence de l'année 1916 aussi, les grandes batailles, notamment en France, c'est Verdun 1916, et Verdun et la Somme, c'est deux batailles géantes qui concrètement n'amènent pas grand-chose sur le terrain, qui laissent beaucoup de traces, beaucoup de pertes, et notamment des pertes du côté allemand. Les Allemands souffrent énormément et sont dans une situation, début 1917, où les choses sont relativement difficiles pour eux. Déjà, donc oui. c'est sensible, marqué. L'armée allemande a des difficultés. On dit beaucoup de difficultés. Pardon, là c'est moi. Tout d'un coup, on dit déjà l'armée allemande? Ah, bien sûr. D'accord, ok. Bien sûr, oui, non, c'est l'Empire allemand. L'Empire allemand, oui, bien sûr, c'est pour ça qu'on change de commandement aussi, qu'arrive au commandement le maréchal Hindenburg et son adjoint, le général Ludendorff, qui deviennent quasiment des dictateurs de l'armée et du pays, hein, et qui dirigent véritablement le pays, parce qu'on se retrouve dans une situation de crise, effectivement. Et donc, côté allemand, on se pose aussi un certain nombre de questions. Comment on arrive à gagner la guerre. Et donc on va y revenir, on va essayer de faire les choses autrement. Côté allié, alors effectivement, on a aussi beaucoup souffert de toutes ces grandes batailles, mais on est dans une situation où, au moins au début de l'année 1917, on a une supériorité militaire. D'accord. Voilà, on a une supériorité numérique, l'armée britannique. Les Britanniques ont adopté le service militaire obligatoire, et donc maintenant ils augmentent en puissance, en volume leur contingent. Donc il y a une armée britannique qui commence à être très importante en France, plus l'armée française. Et là on se dit voilà, on a une supériorité. Peut-être qu'on peut enfin apporter la décision et percer le front allemand. Le commandement britannique-français, ça fonctionne, c'est à peu près huilé. Ça fonctionne plus ou moins bien. Il n'y a pas de commandement commun. D'accord. Voilà. Ça viendra plus tard. Mais donc on se coordonne en réalité. Okay. Et c'est une des raisons d'ailleurs pour laquelle, à la fin de 1916, le pouvoir politique en France décide de reprendre un peu la main sur les militaires. On écarte Joffre et on désigne. On se dit il faut choisir quelqu'un pour commander l'armée française en France, et on choisit le général Nivelle, qui est à cette époque le vainqueur de la bataille de Verdun. C'est lui qui, après Pétain, a pris le commandement après Pétain et a reconquis le terrain sur place. Et Nivelle, qui est un brillant artilleur, moderniste, il dit voilà, écoutez, moi, ce qu'on a fait à Verdun, on va le faire en grand. Et moi, je vous propose de lancer une grande offensive entre Soissons et Reims. Et là, on va mettre le paquet. En Champagne, on va mettre le paquet, on va percer le front, et puis l'affaire sera pliée. Donc ça, c'est 1917. C'est début 1917. Donc changement de commandement français aussi. Voilà. Changement de commandement français aussi, et puis accessoirement, Nivelle parle anglais, protestant, il s'entend très bien avec les Britanniques, ça tombe bien. Ça tombe bien. Voilà. Bon. Petite histoire qui va bien aussi. Oui, non, bien sûr. Et donc on se dit, voilà, on va monter une grande offensive. Bon, et cette offensive qui est lancée en avril, sur l'Aisne, et plus particulièrement dans le secteur qui s'appelle le chemin des Dames, ça marche pas du tout. C'est même très meurtrier. Et là, Nivelle arrête l'offensive. En premier temps, puis les Britanniques qui, eux, veulent continuer les opérations, disent nous on continue, on est en Artois, on continue à attaquer. Les Français, aidez-nous. Réattaquez de votre côté aussi, faites pression sur les Allemands. Donc on relance l'offensive, et la même offensive. Et là, les soldats français qui sont sur place et qui sont, depuis 4 ans, sont devenus quand même un peu des professionnels et savent un peu ce qu'on leur demande, disent écoutez, non, là ça va pas le faire. Ça va pas le faire du tout. Et c'est à ce moment-là qu'il y a une grande crise morale dans les armées, ce qu'on appelle une mutinerie, qui en réalité ressemble beaucoup plus à des grèves
C'est des gens qui disent, bon voilà, maintenant ça suffit, stop. combattre, aucun problème, défendre la France et combattre, mais pas n'importe pas quoi, n'importe- pas n'importe Pas quoi, dans n'importe quelle condition. pas n'importe quelle condition. Pas à n'importe quel prix. Et donc on a la moitié de l'armée française d'un seul coup qui Stop. oui, qui s'arrête de combattre. Alors, ça aboutit à un nouveau changement de commandement. C'est ce Donc que j'allais dire. on vire Nivelle. Nivelle et c'est Pétain qui devient le nouveau général en chef et qui a pour première mission de gérer cette crise. Il fait d'ailleurs plutôt, il fait même très bien globalement, mais on a une armée française qui d'un seul coup va, Période de flottement. oui, qui va s'arrêter de combattre pendant plusieurs mois. Alors Pétain lancera des opérations très précises, on y reviendra, mais en gros on s'arrête. Ce qui fait d'ailleurs que l'année 1917, au bout du compte, ce sera l'année la moins meurtrière pour les Par rapport soldats au français. conflit. D'accord. Ok. Voilà. Et heureusement d'ailleurs, parce que l'armée française a beaucoup souffert Oui. à ce moment-là, et que si on n'avait pas fait cette pause, je pense que 1918 ça aurait été, aurait pu se passer un peu autrement. compliqué. D'accord. Mais ce qui se passe aussi, c'est que les Britanniques, eux, continuent à attaquer, et en but. En réalité, tout le monde a buté. L'offensive Nivelle, les Britanniques butent sur des nouvelles lignes de défense qui ont été mises en place par les Allemands. Ok. À quel niveau? Qu'on a baptisé la ligne d'Hindenburg, mais en fait c'est plusieurs lignes. C'est toute la ligne du front. En plus, ils se sont repliés pour bien organiser les choses en Picardie, en particulier. Et donc, ils ont mis en place tout un système défensif extrêmement solide sur le front de l'Ouest. Sur plusieurs barrières, sur plusieurs dizaines de kilomètres de profondeur, parfois avec plusieurs positions organisées, bétonnées. Ouais, donc tout a été bien fait. C'est très, très solide. Et c'est voilà, ce qui leur permet aussi de résister, d'attendre et d'essayer de se Une guerre de position. Un détail par rapport à cette organisation donc, de la ligne Hindenburg, c'est que l'utilisation des prisonniers de guerre, on en faisait état. On est en 1917. Oui, mais toujours en 17. Mais là, on apporte en fait un certain nombre de détails et de précisions, évidemment, pour l'internaute, parce que on dit, c'est facile d'organiser un système de tranchées complexe. Alors, il faut imaginer un système de tranchées sur des centaines de kilomètres de long, sur une vingtaine de kilomètres de profondeur. Ça se fait pas avec une pelle. Toutes reliées les unes entre elles. C'est relié. Mais ce qui est intéressant, non mais alors déjà, c'est le temps que ça prend, mais c'est surtout quelle est la main d'œuvre. La main-d'œuvre, ce prisonniers sont de guerre. des centaines de milliers de travailleurs civils réquisitionnés. Vous avez quelques travailleurs allemands, bien sûr, mais c'est aussi des prisonniers de guerre, c'est des civils qu'on ramène de Belgique ou des territoires occupés par les Allemands et qu'on force à travailler, ce qui est tout à fait contraire aux lois de la guerre de l'époque. Mais Juste alors, parce que comme je sais que les lois de la guerre sont parfois fluctuantes dans tous les alinéas qu'on a pu faire déjà, est-ce que nous, côté britannique, côté français, on faisait creuser par les prisonniers de guerre, nous aussi ou... ça a pu arriver. Voilà, c'était... Mais je pense que c'est pas en même proportion. C'est pas tout à fait la même proportion. Puis surtout, on ne réquisitionne pas des civils. Non. D'accord. Non, on est chez nous. On est Oui, chez nous. non, non. ils vont pas être contents. Ou alors on leur demande gentiment et poliment. Par Bref, contre, on va faire venir des centaines de milliers de travailleurs étrangers. On va payer pour pays. ça. Ouais, d'accord. C'est autre chose. Mais donc, ce qui se passe effectivement sur le front de l'Ouest, le front principal, c'est une stérilité de du position. combat. Voilà, Ouais. donc c'est le côté français, bon, on est stoppé, c'est la crise. Côté britannique, on va s'obstiner pendant des mois sur cette ligne Hindenburg, et ça va aboutir à plusieurs centaines de milliers de morts et de blessés sans aucun effet. Sur le front italien aussi, c'est pareil, on est dans une guerre de position difficile. Et même sur le front russe, les choses évoluent peu, même si l'armée russe commence déjà à présenter de très nombreux signes de faiblesse. Donc ce que je veux dire, c'est que militairement, voilà, ça bloque, mais il se passe des Plein choses de choses autour. Et Alors, là, les juste- sociétés sont Juste une depuis des précision, années en guerre. juste une précision sur la Russie. C'est qu'en Russie, bien qu'il y ait la révolution en fait, russe de février, l'armée russe ne se désagrège pas, elle continue de combattre. On a dans l'imaginaire que finalement, à partir du moment où la révolution se déclenche, le pouvoir finalement civil se désagrège, l'armée se désagrège. C'est pas en 17. En 17, il continue à avoir des combats très durs sur ce qu'on appelle le front de l'Est, qui est quand même gigantesque. Et bien qu'il y ait une révolution politique, les combats continuent. C'est-à-dire que ça mobilise encore des forces très importantes de l'armée allemande. Et on verra en conclusion de l'année 17
17, justement, ce qui se passe avec, pour Après. le coup, la révolution bolchevique et les conséquences pour le printemps 18. Et puis en Italie, il y a quand même Caporetto, où bon, Oui, quand c'est on à la dit fin de l'année, qu'à la fin mais- d'année, oui, c'est... oui, Mais oui, non, mais effectivement, là, il y a les grands événements politiques de ce moment-là. Il y en a deux. Hein, c'est effectivement les révolutions en Russie et l'entrée en guerre des États-Unis. Donc c'est les deux grands changements géopolitiques de la période. Alors en Russie, février, d'un seul coup, enfin en février, il y a une mission qui est menée par le général Castelnau du grand quartier général français, qui va voir un peu ce qui se passe du côté de la Russie. D'accord. Et qui revient en disant bon, ça va être compliqué, quoi. L'armée russe, effectivement, les soldats combattent encore, ils sont très patriotes, ils combattent encore, mais c'est plus une armée qui, c'est une armée qui Plein qui de est- petits bouts morcelés. oui, qui est mal soutenue. Les sociétés ont été obligées de s'adapter à la guerre. Et donc, il a fallu créer des économies de guerre, des industries de guerre, des choses comme ça. Ce que la France, le Royaume-Uni vont faire, même l'Allemagne, vont faire avec une certaine efficacité, mais ça ne se fait pas en Russie, quoi. En Russie, la guerre est très, très mal organisée. Les populations souffrent énormément. Février, ce sont des émeutes à Pétrograd, ce sont des émeutes de la faim, hein, des femmes qui commencent par se révolter. Et puis, on s'aperçoit que le régime, en fait, est très faible. Le tsar abdique, remplacé par un pouvoir démocratique, républicain, bourgeois, qui lui dit voilà, ben nous on continue la guerre, hein, on a signé un traité d'alliance avec les alliés, on honore notre alliance, donc on continue. Maintenant, voilà, ils tentent une offensive à l'été, et cette offensive échoue complètement, quoi. 1917 aussi. 1917, Ouais, toujours en donc ça 1917. ça coince partout. Donc là, et cette armée russe, voilà, est en train de. On sent que voilà, c'est faible, du côté de la Russie. En novembre, dans notre calendrier, donc en plus, il y a deux tendances politiques. Il y a cette tendance bourgeoise qui est au pouvoir, mais il y a une tendance révolutionnaire dominée par la mouvance bolchevique en particulier, qui s'y oppose, qui travaille Au corps, en au sous-marin. corps, tout ça en sous-marin, et qui finit par faire un coup d'État en novembre. Et initialement d'ailleurs qui envisage la paix, mais voilà, c'est pas encore fait. Et voilà, donc il y a un côté russe, il y a des choses qui se passent, on sent que c'est un point faible, et puis il y a le côté de l'autre côté, du côté atlantique, on va dire. Les Allemands se disent bon, on n'arrive pas à percer le front, on n'arrive pas à avoir une décision militaire, donc peut-être qu'on peut arriver à faire craquer les peuples. En fait, c'est ça, c'est déjà un peu ce qui se passe en Russie, mais peut-être qu'on peut essayer de faire, si on ne peut pas agir sur les armées, détruire les armées, on peut agir, voilà, Clausewitz disait, voilà, il y a trois entités, il y a l'armée, les gouvernements et le peuple. Bon. La guerre, c'est un duel entre les armées, une armée qui est vaincue, hop, le gouvernement constate la défaite de son armée, il est impuissant, il dit ok, je signe et le peuple se soumet. Bon, ça c'est la guerre classique. Bon. Et là, les armées, le duel des armées, ça bloque. Et donc, on se dit, peut-être qu'on va, si on agit directement sur les peuples, ce sont les peuples qui vont craquer et qui vont obliger le gouvernement à signer la paix. D'accord. Juste avant d'aller plus loin sur cette histoire de pression sur le peuple, on voit que les sociétés changent, il a fallu qu'elles se mettent en économie de guerre. Pourtant, 1917 semble être un moment un peu pesant, où ça s'arrête, les engrenages ne marchent plus, bref. Pourquoi, ou est-ce que ça a été fait mais ça n'a pas fonctionné, pourquoi est-ce qu'on ne s'est pas dit, tiens, stop, vous êtes bloqués, nous aussi, on arrête, tout le monde, je sais pas forcément l'armistice, j'en sais rien moi, mais est-ce qu'il y a eu des négociations en disant une paix, on est bloqué, on arrête, ouais d'accord on arrête, boum, hop. Enfin pourquoi pas 1917 alors? Justement parce qu'on est bloqué en réalité. C'est ça, personne n'est en situation véritablement de force. De force ni de faiblesse. Personne n'est suffisamment faible pour dire ok, bon, j'arrête tenter de négocier. Oui, mais c'est ça le malheur. C'est ça le malheur. C'est-à-dire que les Allemands, effectivement, sont sous tension très forte, mais ils ont conquis la Belgique, et ils se sont emparés des territoires en France, une grande partie des territoires de l'Est. Et ils se disent, voilà, si on fait la paix, ça veut dire est-ce qu'on va pas rendre il faut tout rendre et revenir au point de départ. D'accord. Ça leur fait un peu mal, quoi, dire, voilà, et jusqu'au bout d'ailleurs. Ça leur fait très mal de dire, on va abandonner tout ça. Des choses qu'on a mis, enfin, il y a eu des centaines de milliers de morts pour s'en emparer. Finalement, ce sera pour rien, quoi. Donc, ça a toujours bloqué là-dessus. Et du côté allié, on se dit, attendez, nous on a perdu ça, on a perdu ça. Le compte n'y est pas. Et puis en plus,
Puis comme chacun a encore de l'espoir de gagner la guerre, On a encore des cartouches. mais oui, voilà, on négocie lorsqu'on n'a plus l'espoir de gagner. C'est ce qui va se passer en 18. Hein. L'armistice sera signé lorsque, globalement, les Allemands diront, n'auront plus aucun espoir, plus le moindre espoir de l'emporter. Donc il y a des tentatives. Hein. Il y a certains pays qui, notamment l'Empire austro-hongrois, qui est un peu le maillon faible Oui. de cette alliance, enfin ce qu'on appelle la quadruplice, hein, des empires centraux, un pays qui est très hétérogène, qui a des tensions internes très fortes, qui souffre énormément. Et là, le nouvel empereur Charles, il tente bien de lancer quelques signaux en disant bon. Et nous, ça va être chaud. de Oui, notre ça va côté. être chaud. Et puis le Vatican a servi d'intermédiaire Oui, bien justement à toutes ces tentatives de paix, Bien sûr. notamment en 1917, qui n'ont pas abouti. Oui, mais c'est l'Allemagne qui bloque. Hein. L'Allemagne dit non, il n'y a pas question. Ouais, d'accord. Surtout pas question. Donc toutes les tentatives en réalité échouent et n'ont même pas eu véritablement de chance. De chance de réussir. Ouais, Ouais. Il n'y a pas de gagnant. Il n'y a pas de gagnant. Je pense, je dis ça en me tournant vers Michel, mais je pense bien évidemment à Guillaume aussi, quand on parle et on présente différents wargames, il y en aura aussi présenté lors de nos émissions ici de cette alinéa, où parfois des conditions sont, on pourrait se dire entre guillemets en gagnant-gagnant, tu as gagné un petit peu de ça, nous on a un petit peu de ça, on arrête là et puis c'est bon. Là visiblement ça n'a même pas Non, et pu puis, parce il y a- que chacun pense qu'il peut aller plus loin. Oui, et puis il y a un truc qui s'appelle, en sociologie, on appelle ça le principe des coûts irrécupérables. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez dépensé beaucoup pour quelque chose, C'est ça. vous continuez. Ouais. Même si ça va vous obliger à dépenser Encore plus. encore plus, ça va être. Vous dites, voilà, en gros, il faut pas qu'il soit mort pour rien. Quoi. On Ouais, n'a pas c'est fait ça. tant d'efforts, tant de souffrances, finalement, pour arriver à ça. Quoi. D'accord. Donc ça incite malheureusement à continuer. Et là, alors, effectivement, de côté allemand, on se dit, bon, voilà, les Russes, c'est flottant. Donc on soutient, par exemple, les bolcheviks. Hein, les Allemands font passer Lénine en Russie, donc ils mettent les braises sur le feu. Ouais, on souffle. Donc voilà, de ce côté. Et de côté ouest, ils se disent, bon, et là, c'est les marins allemands qui disent, écoutez, bon, voilà, l'armée de terre allemande n'a pas débloqué. Nous, on peut faire en affamant les populations. les populations, et notamment les Britanniques. Marine et guerre sous-marine. Hein. Oui, Mais- enfin, guerre sous-marine, parce que la marine allemande est un peu bloquée. D'accord. Guerre sous-marine On sur ne peut plus faire grand-chose. blocus. Oui, Ah. mais les marins disent, voilà, on va agir sur les peuples, et sur le peuple britannique. Et en même temps, c'est une forme de représailles, parce que le pays, l'Allemagne est soumise elle-même à un blocus naval, donc elle ne peut plus importer pratiquement que depuis les pays scandinaves. Et encore pour quelques temps. Et donc les marins disent en permanence, nous on a la solution, voilà, on a des sous-marins, et avec le sous-marin on coule tout Tout ce qui passe. ce qui se qui passe, vogue, et ils calculent, ils font des calculs, ils disent voilà, on coule 600 000 tonneaux par mois, et au bout de 6 mois, le tiers de la marine marchande britannique sera coulé, et puis là, comme les Britanniques ont besoin absolument De ces vivres, de ces importations. d'importation pour vivre, ils sont obligés de signer la paix. Donc ça, c'est le calcul. Bon, avec un petit inconvénient quand même, c'est que tout le monde sait que si on déclenche cette guerre sous-marine, alors qui a déjà eu plus ou moins qui a déjà été mise en œuvre, hein, plus ou moins, mais cela, ce que disait le marin, c'est voilà, maintenant, on prend plus de gants et puis on coule tout ce qui d'accord. flotte, hein, quel que soit tout ce qui s'approche De ce rayon-là, bam. de ce rayon qui s'approche du Royaume-Uni, boum, on coule. Hmm. Et on sait pertinemment que ça va avoir une conséquence à peu près immédiate, c'est l'entrée en guerre des États-Unis. Les Américains disent voilà, nous, c'est liberté De commerce. Liberté Et d'échange. voilà, et si vous commencez à couler nos bateaux, là, ça ne va plus le faire. Ils préviennent. Oui, Quand bien Michel, sûr, vous non, dites ça veut dire qu'ils Non, mais- non, mais ça a déjà ils l'ont eu lieu. formulé. Ça a déjà eu lieu. Ça, il y a c'est déjà déjà eu. eu. Ça, D'accord. c'est déjà passé. Ça s'est déjà passé. Alors en plus, les Allemands étaient très maladroits aussi. Ils ont organisé des sabotages sur le territoire américain. Ils se sont fait attraper. Et tout le monde a compris que ça venait de l'ambassade de l'Allemagne. Donc Ça le fait mal. voilà, alors que les États-Unis, globalement, étaient très neutres, très même neutralistes. Hein. Globalement, ils n'avaient pas du tout envie de rentrer dans la guerre. Wilson est réélu en 1916 sur un programme de paix. En disant, non, on n'ira pas. On n'ira pas. Puis il y a une grosse communauté allemande aussi qui s'oppose. Et donc, mais les Allemands vont accumuler Les bourdes, enfin. des entre bourdes. guillemets, En ouais. même temps, il y a le ministère des Affaires étrangères envoie un télégramme au Mexique en disant voilà, si par hasard on déclenche la guerre, si on faisait une alliance contre les États-Unis,
Au Mexique. Vous Ouais. seriez de Au quel Mexique. côté? Voilà. On vous aiderait, on vous aiderait. oui, On vous aiderait à reconquérir des On vous aide, territoires on vous donne que en vous auriez gros perdus. tout ce que vous avez perdu, le Nouveau-Mexique, la Californie, tout ça. Voilà, c'est à vous. Et ce télégramme est intercepté par les Britanniques, qui évidemment l'envoient aux Américains. Alors, Ah oui. évidemment, ça fait mauvais effet. Ouais. Et en plus, c'est complètement idiot, quoi. Et puis, mais le Mexique n'a pas du tout l'intention d'entrer en guerre contre les États-Unis. Donc, en plus, c'est absurde. Hein, c'est absurde. Mais on se dit, le problème, c'est que les Américains n'ont pas d'armée. Ils ont une marine, mais constitutionnellement, ils n'ont pas d'armée. Donc, il faut qu'ils constituent une armée s'ils rentrent en guerre. Ça prend du temps. Conscription, tout ça. Voilà. Et donc, ce que disent les amiraux allemands, ils disent voilà, de toute façon, voilà, on aura gagné la guerre. Oui, exactement. On a le temps. Le Royaume-Uni demandera la paix avant que les Américains arrivent. Bon. Et donc, 1er février, après moult hésitations, voilà, on décide de lancer les Allemands décident de lancer cette guerre. Ouais, cette guerre sous-marine qui est quand même validée par le Kaiser, hein, par Oui, Guillaume, là, qui lui, en dernier ressort, Oui. de toute façon, avait le pouvoir politique. Parce que c'est vrai que dans la manière de fonctionner de l'Allemagne de cette époque, c'est le grand état-major allemand qui prend les décisions stratégiques. Mais c'est quand même le Kaiser qui doit donner son aval, qui doit valider. Et Guillaume II se laisse convaincre finalement de partir à l'aventure. Parce qu'il y a eu justement, il y a eu un certain nombre de valses hésitations au niveau politique allemand, parce qu'il y avait des civils qui avaient bien compris que l'Allemagne se mettait en danger. Dans cette aventure. Mais il décide en effet finalement de tenter le coup. Février 1917. 1917. Et alors effectivement, il lance cette guerre et voilà, le 6 avril 1917, c'est l'entrée en guerre des États-Unis. Automatiquement. Bon. Et là, cette guerre sous-marine, là aussi, dans le calcul, ce que n'avaient pas prévu les Allemands, c'est qu'en face, qu'il y aurait. Parce qu'en réalité, ils vont réussir à couler. Hein, ils vont couler pas. Ces 600 000 tonneaux, ils vont réussir à le faire. Mais ils n'ont pas vraiment réfléchi que en fait, se retrouveraient face à des gens qui s'adapteraient à cette guerre sous-marine. Déjà, il n'y a pas d'armée, mais il y a une marine américaine qui, elle, arrive tout de suite et entre en jeu et contribue à lutter contre les sous-marins allemands. Les États-Unis entrent en guerre, mais ils entrent en guerre avec quasiment la majeure partie des pays d'Amérique latine, qui ont un impact relativement limité sur les conflits. Quand même. Mais dans ces ports d'Amérique latine, vous avez plein de bateaux allemands, par exemple, qui s'étaient réfugiés, des marchands. Donc ces bateaux allemands sont réquisitionnés et sont réinjectés contre les Allemands. Contre les Allemands, sont réutilisés. Donc vous avez des millions de tonneaux comme ça qui, d'un seul coup, allemands, qui sont réinjectés. Et puis surtout, vous avez les chantiers navals britanniques et américains qui commencent à voilà. Et donc, plus des adaptations tactiques, hein, on commence à mettre en place des convois, par exemple, donc les navires marchands, on les regroupe par plusieurs dizaines et puis on les encadre avec un certain nombre de bateaux, des sous-marins mis en place. On a vu aussi un petit peu les débuts de l'aviation dans un autre alinéa pour surveillance, etc. Juste pour moi, me donner une idée concrète par rapport à cette époque, parce qu'on peut peut-être ne pas se l'imaginer. Ce passage, ce franchissement, faire partir une flotte, un convoi des États-Unis et puis arriver, débarquer, je ne sais pas, en Angleterre par exemple, c'est combien de temps? C'est une bonne question, c'est plusieurs jours. Ouais, c'est ça. Ça prend des jours. On n'est pas dans l'immédiateté actuelle, quoi. C'est lent, et puis c'est pas en ligne droite. Ah oui, non, on prend des chemins. Non, ça prend plusieurs jours, bien sûr, mais c'est pour ça d'ailleurs qu'on avait beaucoup hésité, enfin les armateurs notamment, disaient voilà, vous êtes gentils, mais du coup c'est super lent, puisqu'on va au rythme du bateau le plus long, par définition. Mais voilà, ça marche. Et donc la guerre sous-marine, au bout d'un moment, c'est un échec. Rendement, c'est un échec. Rendement qui diminue en permanence. Et donc à la fin de l'année, on voit déjà que on n'obtiendra pas la reddition du Royaume-Uni. Et ça n'empêchera même pas d'ailleurs de faire traverser les troupes américaines, faire traverser l'Atlantique aux forces américaines qui arriveront en Europe. Donc c'est un échec. Qui du coup maintenant sont dans le conflit. Oui, ils sont en conflit. Alors puis il y a une autre option, c'est de dire, on va les affamer, et puis on va les bombarder aussi. Donc c'est le début des bombardements stratégiques, ce qu'on appelle les bombardements stratégiques. C'est-à-dire on tape directement sur la population. Donc la marine allemande, encore une fois, envoie ses zeppelins au-dessus de Londres, l'aviation allemande envoie des bombardiers au-dessus de Londres, et on commence à bombarder les villes en se disant, là aussi, on va faire craquer la population. Bon, là aussi, ça ne marche pas non plus. Ça fait que radicaliser un petit peu les positions. Donc ça ne marche pas. Donc ces options, ce coup de poker, il échoue de ce côté-là. Et les Allemands se retrouvent avec les États-Unis qui rentrent en guerre. Or,
États-Unis qui n'ont pas d'armée, mais ils en constituent une. Et on sait, et c'est quand même la première puissance à ce moment-là du monde, et on sait pertinemment qu'il leur faudra peut-être 1 an entre la déclaration de guerre et avoir une armée constituée efficace, en réalité ce sera même un peu plus. Mais ce qui fait qu'on sait pertinemment qu'aux alentours de l'été 1918, on sera sur le front de l'Ouest, on se retrouvera en plus avec une armée américaine. Ouais. Bon, et là, évidemment, ça va changer un peu le rapport de force et cet équilibre qui existait. Et donc, voilà, les Allemands ont tenté un coup de poker. Qui n'a pas fonctionné. Qui n'a pas fonctionné. Alors, ce qui change complètement la situation à la fin de l'année 1917, justement, c'est la Russie. Et c'est ce coup d'État bolchevique. Les bolcheviques ont un programme de paix. Hein. Et là-dessus, les Allemands donc, se réjouissent un front de moins. De ce coup ça se fait pas tout de suite. Hein. D'accord. Et en même temps, ils décident de lancer, faut mettre la pression, et ils lancent de grandes offensives avec de nouvelles méthodes, on y reviendra, mais qui percent, et là qui commencent à exploser véritablement l'armée russe. L'armée russe se désagrège assez rapidement. À quelle période, Michel? Là, on est à l'hiver. Hiver 1917. Oui. Alors, comment ça change? Le régime bolchevique négocie, tente de gagner du temps, parce qu'ils savent que la paix sera imposée par les Allemands sera très dure. Et donc, ça traîne jusqu'en gros jusqu'en mars. Le traité de Brest-Litovsk, c'est mars. Mais à ce moment-là, les Russes sont déjà vaincus. Quoi, hein. Donc, c'est quasiment une capitulation. Hein, et donc, le grand changement stratégique qui se passe à ce moment-là, favorable aux Allemands, c'est l'effondrement de la Russie. Et donc, en gros, les Allemands disent, voilà, toutes nos forces qui étaient en front ouest, hop, on peut les faire basculer où on veut, en fait. Hein. Donc, c'est pas forcément en front ouest. Hein. Après, ils disent, voilà, d'un seul coup, on va se retrouver avec en gros, très, très concrètement, 40 divisions d'infanterie qui arrivent comme ça en surplus. Bon, voilà. Le deuxième élément, on a développé de nouvelles méthodes offensives qu'on a mis en œuvre contre les Russes, qu'on a mis en œuvre contre les Italiens à Caporetto en octobre, qu'on a mis aussi un peu contre les Britanniques. Et en gros, ils disent, voilà, on a réfléchi et on a développé de nouvelles méthodes pour percer le front. Ouais. Bon, ils disent, en gros, l'idée, c'est, au lieu de matraquer un front que l'on attaquait pendant des jours, voilà, bon, finalement, on n'arrive pas à détruire l'adversaire, et puis surtout, il n'y a aucune surprise. Donc, on va changer nos méthodes, on va faire des frappes massives, mais pendant quelques heures. Donc, on va neutraliser complètement l'adversaire, on va l'assommer complètement, et on va utiliser à ce moment-là beaucoup d'armes chimiques. Ouais. 80% des armes chimiques sont utilisées en 1918. Hein. D'accord. Donc, ce changement vient bien de ce 1917 fin d'année. Et l'idée, d'ailleurs, pourquoi on utilise des armes chimiques? Parce que ça ne détruit pas le terrain. Jusque-là, on matraquait pendant des jours, et puis on mettait à l'assaut sur le truc, un paysage qui était lunaire. Effondré, Donc là, on ne détruit pas le terrain, on neutralise, on gêne énormément les défenseurs, et puis derrière, on lance des unités spécialisées dans l'attaque. Alors il y a des bataillons complets, on appelle ça les Sturmtruppen, troupes d'assaut, qui sont chargées de l'infiltration. C'est l'infanterie d'élite qui... Commando? Oui, d'une certaine façon. Et puis derrière, des divisions complètes d'assaut organisées avec les meilleurs éléments, bien équipées, complètes et renforcées, et qui elles vont pousser avec cette idée. Voilà, on pousse, on perce, et puis on pousse. On fait rentrer le coin, et une fois que le coin est rentré, crac, on fait craquer une partie du front, puis après on exploite au maximum, on arrive Et donc, ils réussissent à développer des méthodes de percée du front, qui mettent en place Caporetto en octobre 1917. C'est ça, ils détruisent, ils explosent complètement une bonne partie de l'armée italienne, quoi, hein, qui se rattrape in extremis. Et donc, voilà, à la fin de l'année 1917, côté allemand, donc Ludendorff, c'est lui le vrai cerveau en réalité dans tout ça. Dans tout ça, dit voilà, on a une supériorité momentanée. Donc on a une plage de 6 mois dans laquelle on a une supériorité à la fois du nombre par rapport aux Britanniques, aux Français, et en même temps on a des nouvelles méthodes stratégiques. Voilà. Et avant que l'armée américaine ne débarque. Voilà, donc le créneau c'est ça, c'est avant que les Américains débarquent, mais avant qu'ils soient vraiment, qu'ils aient un rôle important. Et donc il y a une fenêtre d'opportunité. Alors après, il pourrait dire, bon voilà, on va attaquer avec cette supériorité, on va attaquer en Italie, on va essayer de mettre en jeu l'Italie, ou on va attaquer dans les Balkans, les autres fronts, mais ce ne serait pas décisif, quoi. Hein.
Et donc, ils décident, voilà, on va mettre les forces sur le front ouest. Et donc là, ça réfléchit beaucoup pendant la fin de l'année 1917 sur qui portait l'effort. Et les Allemands décident de porter l'effort sur la force britannique qui se trouve en Europe, en France et en Belgique, en disant, voilà, c'est entre les Britanniques et les Français, ce sont les Britanniques les plus faibles, le corps britannique est le plus faible, donc celui qui est a priori le plus facile à vaincre. Et donc l'idée, c'est de lancer la foudre, un peu toute sa supériorité sur le corps expéditionnaire britannique, de l'obliger à rembarquer. Et une fois qu'on aura mis les Britanniques hors jeu, les Français se retrouveront tout seuls. Et là, on aura une supériorité écrasante contre les Français, et puis les Français ne pourront pas tenir, et on aura éliminé la France de fait. Après, point d'interrogation. Tout ça est prévu, tout ça c'est organisé, c'est prévu, c'est fin 1917, et c'est pour 1918. Oui. Alors, parce que là aussi, il y a des contraintes. En hiver, en gros, on n'a pas... C'est ce que j'allais dire. En hiver, ça s'arrête ? L'hiver, ça s'arrête à peu près. À peu près, d'accord. Oui, parce que c'est difficile de lancer des grandes offensives, de soutenir logistiquement des grandes opérations. En général, les grandes opérations s'arrêtent en hiver. Donc, on planifie ça pour le printemps. Donc ça, pour le printemps, c'est ce qu'on verra dans la deuxième émission. Tout à fait. Il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, que l'on doit aborder maintenant sur 1917, c'est l'aspect économique. Oui. Qui est donc fondamental. On l'a vu que là, les Allemands ont tenté d'asphyxier en fait la Grande-Bretagne et aussi en partie la France à travers la guerre sous-marine. Mais maintenant, il y a une réalité également qui est une réalité en fait économique au niveau de la production et notamment du basculement qui s'opère vers l'économie de guerre. Et il y a une situation aussi en Allemagne qui commence à être très compliquée. C'est que ce basculement, dû notamment au fait qu'il y a un blocus qui est effectué essentiellement par justement les marines britanniques et françaises, empêche l'approvisionnement aussi de la population allemande. Donc au sein de la population allemande, il commence surtout aussi à avoir des mouvements parce qu'il y a une vraie situation de presque quasi-famine dans certaines régions d'Allemagne. Et là, la situation économique est quelque chose d'important en 1917 parce que... C'est vrai. Alors, Michel, vous avez dit tout à l'heure, les sociétés ont emboîté le pas, ce que n'a pas fait la Russie, on est passé en économie de guerre. Oui. Donc ça veut dire des usines qui fonctionnent à plein pour de munitions, de l'armement, de l'équipement, etc. Exactement. Embaucher, c'est le grand modèle. Tout est orienté, tout fonctionne pour ça et uniquement pour ça. C'est ça l'économie de guerre. Oui. Alors après cette difficulté que c'est tout. Enfin, il faut faire des choix entre les armées, le front, et faire tourner l'économie en termes simplement de humains. Donc, par exemple, la France, on va retirer 300 000 soldats pour aller travailler dans les champs et 500 000 pour aller travailler dans les usines. Donc, il faut faire des choix. Il faut faire des choix économie, armée. Ça, c'est permanent. Il faut faire des choix agriculture, armée. Par exemple, une des denrées les plus rares de l'époque, une des ressources essentielles de l'époque, ce sont les chevaux. On a besoin de chevaux pour tirer les canons. C'est vrai. Ces chevaux, on en a besoin aussi dans l'agriculture à l'époque. Puis on les fait pas pousser comme des patates, les chevaux. Mais c'est une vraie question, quoi. Un des apports américains de la guerre, ce sont les chevaux. Ce sont les chevaux. Si on développe en France la motorisation, c'est parce qu'on manque de cheval. On dit, tiens, mais on a des camions. Et donc, on va remplacer les chevaux par les camions. On s'aperçoit que ça marche pas mal pour tirer les canons, par exemple. Mais donc, oui, il y a ces arbitrages à faire. Un élément, oui, l'Allemagne soumise à un blocus terrible, qui va s'accentuer d'ailleurs avec l'entrée en guerre des États-Unis, parce qu'on va pouvoir faire pression sur les pays scandinaves. Les États-Unis s'y opposaient jusque-là, puis là, on va faire pression. Donc, on va faire le blocus aussi sur les pays scandinaves qui fournissaient les Allemands, donc ils vont moins fournir les Allemands. Donc, très concrètement, ça signifie pour les Allemands, début 1918, la ration alimentaire de l'Allemand moyen, elle est de 1000 calories par jour. Donc, c'est un peu faible. Donc, on est en situation de quasi-famine, quoi. Et au moment avant de lancer les grandes offensives, par exemple, Ludendorff dit, voilà, maintenant, tous les chevaux qui sont encore dans l'agriculture, ils vont là, aux armées. Donc lui, il fait le choix. Et donc, là, c'est un nouveau coup de poker en réalité. Et donc là, l'agriculture allemande, il n'y a plus rien. Alors, on se dit, on va essayer de piller un peu là où on est. Là où on est, enfin, ce qu'on fait. Ils pillent partout, ils récupèrent tout ce qu'ils peuvent. Mais c'est difficile. Côté allié, côté français, côté britannique, au moins, on a. Et c'est ça, en réalité, le véritable apport américain dans la guerre, c'est le commerce. C'est-à-dire que la France importe plein de choses qui lui permettent de vivre, alors à crédit, donc ça on va le payer très cher, mais on peut, la moitié des céréales qui sont mangées en France ou par n'importe qui, ça vient des États-Unis. Un cinquième de la viande, 90% du pétrole qui est utilisé vient des États-Unis. 4/5 de la viande, oui.
Oui, c'est la viande, oui. Oui, non, mais, et donc voilà, heureusement que les États-Unis apportent, non pas d'industrie de guerre, mais ils apportent de l'alimentation. Et donc du coup, ça permet aussi de se concentrer sur l'industrie de guerre, qui est très bien organisée en France, en Grande-Bretagne, surtout en France. C'était pas évident, hein. Une des peurs de la France au début de la guerre, c'est pour ça qu'on voulait une guerre courte, c'est on dit voilà, mais nous la France, on est face à l'Allemagne qui est une grande puissance industrielle, nous on n'a pas quoi. Et en plus, les régions industrielles sont occupées par les Allemands, le Nord, la Lorraine. Bon. Et puis en fait, on va réussir à s'organiser intelligemment et on va avoir une industrie de guerre tout à fait performante. Le deuxième semestre 1917, on fabrique en France autant de matériel militaire que pendant tout le reste de la guerre avant. Ouais, en 6 mois. Donc ça tourne à plein rendement et le premier renfort des Alliés, en fait, c'est les machines. Et les Français fabriquent pratiquement autant de matériel, sauf les canons, que les Allemands fabriquent. Et on a notamment un domaine d'excellence à cette époque en France, ce sont tout ce qui est industrie automobile. On est les meilleurs au monde à ce moment-là pour tout ce qui est avion et automobile. Et donc on va on va développer des engins motorisés à grande échelle. On va avoir par exemple 80 000 camions français. Donc on dit, ok, camions, mais ces 80 000 camions, c'est plus que toutes les autres armées du monde réunies. Ouais. Et donc ça va avoir un impact phénoménal sur les opérations. On a autant d'avions que les Allemands. Les Allemands, l'armée allemande, c'est 2 fois l'armée française en volume à ce moment-là. Mais on a autant d'avions qu'eux, quoi. C'est-à-dire qu'au-dessus d'une division française, vous avez 40 avions français et puis il n'y en avait que 20 allemands, quoi. Etc., etc. Et donc, puis d'autres domaines, dans les transmissions, par exemple, on est très bon. Et donc, globalement, quantitativement, on a tout un tas de matériel qui arrive, et de machines, et qualitativement, l'armée française 1917 devient l'armée la plus moderne du monde. La plus motorisée, la plus moderne. Et cocorico, quoi. Quand même. Hein. Et ça permet de développer, alors les Allemands, on l'a dit, développent un certain nombre de méthodes, et ça permet aussi, côté français, de développer un certain nombre de choses, et notamment on crée plein d'unités motorisées, d'unités à moteur. On crée, il y a une première génération de chars qui a été mise en place, très imparfaite, mais qui a été mise en place quand même très, très vite. Et il y a une deuxième génération de chars, les FT-17, donc les petits chars qui sont transportables par camion et qui sont tout à fait performants. Bon, pour des raisons diverses, ils arriveront qu'à partir du mois de mai 1918, mais ils auront un impact considérable sur les opérations. Ouais. On a des régiments d'artillerie qui sont tirés par les camions, enfin qui sont motorisés. Ouais. Vous avez à la fin de la guerre, vous avez 1000 batteries d'artillerie, donc ça représente au moins 4000 pièces qui sont plus tirées par des chevaux, qui sont tirées par des engins moteurs. Et l'avantage de commercer avec les États-Unis, c'est que le pétrole, c'est pas un problème. Oui. Non, mais parce que c'est bien d'avoir des camions, mais il faut-il encore avoir de l'essence à mettre pour les Allemands, ce sera un problème. Alors que pour les Allemands, ce sera un problème. Donc justement, d'ailleurs, on retrouvera une problématique durant la Seconde Guerre mondiale à ce sujet-là. Mais c'est vrai que ce qui est intéressant aussi par ce que disait Michel, c'est que si le grand état-major français va dans cette direction, c'est qu'à un moment, la France se retrouve presque aussi à court de personnel militaire. Ouais. Et il faut remplacer ce personnel militaire qui était quantitatif au début du conflit par un personnel qui est mieux équipé, qui est plus lourdement chargé. On le voit dans l'évolution du nombre de mitrailleuses par escouade ou par compagnie d'infanterie, le nombre en effet de pièces d'artillerie avec une augmentation en effet de l'artillerie lourde française qui à la fin n'a plus rien en fait à envier aux Allemands. Mais c'est surtout en effet le nombre d'avions et la capacité en fait à ces divisions d'infanterie françaises qui en fait changent du tout au tout et qui en fait en 1918 sont d'un format complètement différent. Et on le verra avec les Américains, parce que lorsque les Américains arrivent, une division d'infanterie, c'est 2 fois plus de personnes que les divisions françaises, même voire britanniques. En revanche, les divisions françaises sont beaucoup mieux équipées, et on en reparlera tout à l'heure, mais ce sont les Français qui fournissent l'équipement lourd aux Américains. Alors eux, ils amènent... non, mais justement parce que ce sont les Français qui fabriquent l'armement. Donc les Américains arrivent, bon bah tiens, c'est vrai, mais vous voulez rien, donc on vous équipe. Ils amènent la chair fraîche et nous on vous donne la chair fraîche, ils amènent dans tous les cas, ils amènent la force physique et en fait on va les équiper. Et c'est vrai que c'est un tournant dans l'arsenal des démocraties d'une certaine façon, enfin pendant la Première Guerre mondiale, c'est la France. Ouais. C'est-à-dire qu'on équipe l'armée grecque, on équipe l'armée roumaine, on équipe l'armée serbe. Et on équipe l'armée américaine. C'est équipé de matériel français, quoi. Il s'est passé un truc entre les deux, visiblement. Hein. Non, mais ça, c'est... Voilà, et cette mutation, elle se fait sur 1917. Et bien évidemment... Et donc, voilà, donc ça tourne à
plein rendement, on a une armée qui est véritablement industrielle et qui ressemble, l'armée de 1918 ressemble beaucoup plus à l'armée française d'aujourd'hui que celle de 1914. Il y a eu une transformation absolument radicale en l'espace de 4 ans. Il y a eu énormément de choses et donc voilà une armée qui est bien équipée. Alors il y a des problèmes d'effectifs. Le problème majeur des Français, c'est que on a beaucoup souffert. On tire. Et là, on manque cruellement d'effectifs. Mais on a l'armée la mieux équipée du monde, incontestablement. Et surtout, il y a cette idée, on développe à partir de là, c'est pas tout d'avoir les unités, on réfléchit et on se dit, et c'est toute la réflexion notamment de Pétain à ce moment-là, c'est de dire, les Allemands, eux, développent des moyens pour percer le front. Nous, on dit, on n'arrivera pas à percer le front. Ça demande trop d'efforts, c'est trop compliqué. En revanche, ce qu'on va faire, on va développer une capacité à attaquer tout le long du front, à marteler le front, lancer des petites attaques partout. Et pour ça, d'abord, on organise le front. Alors, ça paraît, c'est un travail un peu invisible, mais pendant toute cette année 17, on travaille aussi. Les Français se préparent, ils creusent, ils préparent. Et donc, sur chaque point du front, vous êtes capable d'accueillir le double des forces qui y sont déjà. Vous avez une armée qui est en place, mais elle est capable d'accueillir une deuxième armée tout de suite. Donc, les dépôts sont en place, les trous, les réseaux, tous les réseaux, tout est organisé pour. Stock, et ça va avoir un impact considérable. Tous les réseaux routiers sont remis en chantier pendant tout le long du front. Et avec toutes ces unités motorisées, donc les bataillons de chars, on met en place des unités aériennes autonomes, des grandes brigades, puis après une division aérienne de 600 avions qui est capable de se déplacer sur n'importe quel point du front en 2 jours. Pour ça, parce qu'on met plein de petits aérodromes partout. Et puis les routes qui vont bien. Ça est très organisé et ça permet aux forces françaises de se déplacer très vite le long du front. C'est ça la doctrine. Et donc, ce qu'on ne voit pas, enfin, il y a deux grandes innovations qui se mettent en place de part et d'autre du front. Du côté allemand, c'est cette division d'assaut, cette force d'assaut qu'on a mis en œuvre dans certaines batailles. Mais là, on va le mettre en œuvre à une échelle beaucoup plus importante. Et ça, on ne voit pas très bien ce que ça va donner. Et côté allié, c'est cette capacité des forces françaises à se déplacer très vite le long du front. Et là aussi, c'est en train de se mettre en place en 1917 et on ne voit pas très bien. Et donc la confrontation des deux, ce sera en 1918. Et ce sera, voilà. Ça sera l'autre émission. Alors voilà, on est fin 1917. Les choses ont bougé. L'économie de guerre a transformé les sociétés, ou les sociétés se sont adaptées à l'économie de guerre. Des coups de poker ont été tentés. Ça n'a pas été aussi performant que 2 événements majeurs politiques. Et du coup, la Russie, poum, d'un côté, et de l'autre côté, les États-Unis, les voilà qui vont normalement débarquer. Nous arrivons fin 1917. Tu veux qu'on montre quelques éléments? Oui, parce que toujours, on va intégrer. Alors là, c'est vrai que là, vous voyez sur cette carte la situation en fait globale. Mais qui vous donne bien évidemment un aperçu mondial, général, du conflit. Il faut pas oublier en effet que 1917, ce qu'on appelle les empires centraux sont très isolés. Le commerce en fait, avec le basculement des États-Unis du côté des Alliés, c'est tout le commerce en effet quasiment mondial qui bascule en faveur de l'Angleterre et de la France. Et c'est vrai que le haut commandement allemand va être obligé de prendre des décisions assez radicales suite à ce pari raté de la guerre sous-marine. Alors juste une précision, la guerre sous-marine de 1914-18, et plus précisément de l'année 1917, est encore plus effroyable que celle de la Seconde Guerre mondiale. On en parle assez peu, donc il y a un ouvrage que je vais présenter justement à ce sujet-là, mais c'est vraiment quelque chose qui a été terrible parce qu'il faut imaginer qu'il n'y avait pas d'expérience de la guerre sous-marine de la part en fait, des marines marchandes de l'époque. Les résultats ont été catastrophiques dans tous les cas pour la marine marchande et surtout pour la marine marchande britannique. Et c'est vrai qu'elle a été même plus efficace pour la marine, pour la marine et sous-marins allemands que durant le second conflit mondial. Donc ça c'est un élément tragique et je dirais méconnu de ce premier conflit mondial, méconnu parce que justement le but a été raté, ils ont échoué, mais c'est pas pour ça que ça n'a pas eu lieu. Et donc alors justement par rapport en fait à des ouvrages qui sont plutôt liés à 1917. On peut commencer par le premier, voilà, chez un éditeur spécialisé en livres d'histoire, Bernard Giovanangeli, édition, Henri Ortolan qui nous propose un livre sur la guerre sous-marine. Alors c'est un livre d'ensemble, mais c'est un livre d'introduction qui vous permettra en fait de savoir ce qui s'est passé au niveau justement de cette guerre sous-marine en 1914. C'est le début.
Non, 14-18. Oui, c'est le début. En effet, c'est le début de la guerre sous-marine. Alors, voilà, c'est l'application du sous-marin en tant qu'entité militaire. Le sous-marin existait déjà un petit peu avant, bien évidemment, mais là, on a justement toute la montée en puissance avec justement après cette guerre sous-marine, notamment menée par les Allemands. Donc c'est un bon ouvrage pour commencer à s'intéresser pour s'initier et pour s'intéresser en effet à cette guerre maritime. Alors dans la foulée, il y a un autre ouvrage qui est donc de Monsieur Kaito. Alors ça c'est chez Economica. Alors voilà, tout est dans le titre. C'est pourquoi les Allemands ont perdu la guerre. Alors lui, il aborde le sujet de deux manières. D'abord, il parle évidemment de l'échec du plan Schlieffen. Là, ce qui va nous intéresser, puisque c'est également cet échec pour lui fondamental de ce coup de poker de 1917 qui fait basculer en effet les États-Unis dans la guerre. Et il explique avec force détail justement comment l'amirauté allemande a pu se fourvoyer et se tromper justement sur les conséquences de cette guerre sous-marine. C'est ce que disait Michel tout à l'heure. C'est qu'il est assez étonnant et presque naïf, c'est surprenant, que l'amirauté allemande n'ait pas considéré qu'à partir du moment où les États-Unis, qui depuis la doctrine Monroe avaient gentiment mis la main sur l'ensemble des Amériques, n'ait pas pensé aux conséquences diplomatiques du fait que les bateaux allemands qui étaient justement dans des ports, que ce soit à Buenos Aires, en Montevideo ou au Brésil, allaient être saisis. Sauf qu'en effet, ces saisies furent particulièrement importantes et ont permis quasiment de compenser en grande partie ce qui était coulé. Bon, sans parler évidemment du potentiel américain de fabriquer des bateaux, ce qu'on retrouvera d'ailleurs durant la Seconde Guerre mondiale. Donc, et il l'explique, alors avec force de détail, là on est limite sur un essai, je dirais universitaire, c'est assez pointu. Moi j'engage tous ceux qui s'intéressent vraiment à des bonnes descriptions de se procurer cet ouvrage, où là vous allez rentrer dans le détail. C'est complémentaire de l'autre, sachant que ça aborde aussi tout l'aspect diplomatique et le fonctionnement des institutions allemandes. Et également sur l'explication de Schlieffen, parce que c'est vrai qu'on a un peu tendance, nous, à croire que l'Allemagne on va dire, de wilhelmienne, puisque c'est Wilhelm, Guillaume, fonctionne comme nous en Angleterre ou en France. Pas du tout. Ils ont un mode de fonctionnement qui était relativement centralisé, autoritaire. Et même s'il y a de toute façon un Parlement, c'est pas le Parlement qui prend les décisions in fine. Donc c'est pas comme en France. En France, on a Clémenceau qui arrive en 17, qui est le chef du gouvernement, mais il est sujet aussi à une chambre, à des votes, et il peut être renversé. Voilà, bon. Donc ça, c'est cet ouvrage. Un ouvrage plus général qui est paru chez Perrin, et qui s'appelait justement 1917 parce que Buisson part du principe que 1917 c'est le changement du monde. C'est une des années clés dans le monde, dans l'histoire moderne, qui est justement c'est une évolution, un point d'inflexion. Et il présente dans cet ouvrage en fait mois par mois les événements de l'année 17. Donc ça se lit un petit peu comme une sorte d'éphéméride. de l'année avec des coups de projecteur et c'est un travail un petit peu encyclopédique de tout ce qu'on va découvrir au cours de cette année 17 et ça touche également les arts, les lettres, évidemment l'aspect scientifique avec un certain nombre d'explications. D'accord. Ensuite, il y avait quelque chose qui nous intéressait, c'était, alors là pour le coup c'est un travail de Michel, donc je vais lui laisser… En partie. Oui, en partie, non, mais sur l'ouvrage, c'est quelque chose qui était paru chez Guerre et Histoire, donc qui est une revue spécialisée sur l'histoire plutôt militaire et stratégique, et un numéro spécial avait paru dans lequel en fait nous avions un certain nombre en effet d'hypothèses, ce qu'on appelle… Donc les uchronies, puisque c'est un terme qui est emprunté à la science-fiction. Philippe Cadic, Maître du Haut-Château. Voilà, non, ça y est, je l'ai placé. D'ailleurs, il y a une série qui va bientôt être diffusée. Le Maître du Haut-Château, c'est justement si les Japonais et les Américains, les Allemands ont gagné la guerre et se partagent les États-Unis. Donc une série va bientôt être diffusée. Et là, Michel avait justement abordé le sujet. Et si justement les Américains n'étaient pas entrés en guerre. Michel. Oui, alors l'hypothèse, c'est ça. En fait, l'hypothèse de départ, c'est de dire les Allemands renoncent à la guerre sous-marine. Finalement, le Kaiser dit non, pas question. L'argument principal de l'entrée en guerre des États-Unis disparaît. Les États-Unis ne rentrent pas en guerre, et donc j'ai essayé d'imaginer ce qui se passerait. Et avec comme conclusion que globalement, ce n'aurait sans doute pas changé véritablement probablement le cours de la guerre. Les Américains, on l'a dit, leur principal apport, il est économique.
Et donc ça, qu'ils soient en guerre ou pas, ils continuent Ils font du à commerce. prêter de l'argent, à continuer à faire du commerce. Donc ça, et ensuite, d'un point de vue militaire, leur impact n'intervient que véritablement vers la toute fin de la guerre. Donc fin septembre même. Donc ils combattent à grande échelle pendant quelques semaines simplement. Hein. Et entre-temps, ils sont là, il faut les équiper, comme on l'a dit. Et donc au détriment aussi de l'armée française. Hein. Ça, on en parle assez peu, mais non seulement on produit, mais comme on ne produit pas assez pour équiper tous les Américains, donc on prend dans nos forces à nous. Hein. Donc on enlève des canons, on enlève des trucs dans nos forces qui s'affaiblissent, qui pour le coup s'affaiblissent. Et accessoirement, dans cette armée américaine, il y a beaucoup de Français. Pour tous les matériels un peu techniques, un peu lourds, les Américains, effectivement, ça va pas, mais c'est des Français. Dans la brigade de chars du colonel Patton, c'est des Français. Il y a un tiers de Français. Quand même. Bon. Et donc, on les soutient. Quoi. Alors, en échange, ils nous donnent les 4 régiments de soldats noirs, qui, par ailleurs, se retrouvent très bien chez nous et finalement vivent plutôt bien chez nous, mieux même que dans l'armée américaine, globalement. Mais voilà. Alors, principal apport, je l'ai dit, c'est économique, financier, etc. Autre apport, il est moral. Hein, quand c'est simplement à partir du moment où on sait que les Américains sont en guerre, on se dit qu'à long terme, de toute façon, ça va. Voilà. Donc c'est un espoir. Ils apportent l'espoir. Maintenant, matériellement sur le terrain, on en reparlera bientôt. On parlera des opérations alliées aux offensives en 1918. Ça ne se passe pas très bien. Hein. Ils ont beaucoup de pertes. La moitié de leurs morts, c'est par grippe espagnole. Et globalement, parce qu'ils n'ont pas d'armée à ce niveau. Quoi. Ils ne savent pas faire. Quoi. On disait, ils ont des divisions 2 fois plus grosses que les nôtres. Parce qu'ils ont moins d'officiers d'état-major, tout simplement. Ils n'ont pas moins d'état-major. Donc, pour chaque officier d'état-major, il y a plus de soldats. Quoi. Donc, il y a un problème d'encadrement. Ils ne savent pas gérer la logistique à cette échelle. Donc, ça leur pose plein de problèmes qui vont analyser très bien par la suite. Hein. Quand ils feront ce qu'on appelle le retour d'expérience de la Première Guerre mondiale, ils se diront on a été léger. D'abord, la prochaine fois, il ne faudra pas qu'on mette 1 an pour constituer une armée. Ça peut être long. Et puis ensuite, ils vont créer par exemple une école de l'industrie où ils vont envoyer tous les officiers passer par là. Enfin, les officiers du US Army vont passer par là, apprendre à. Ils apprennent vite. Donc ils vont apprendre à mobiliser leur industrie. Et mécaniquement, leur industrie de guerre de la Seconde Guerre mondiale ne sera pas du tout la même. Voilà. Mais voilà, donc j'ai travaillé sur cette hypothèse. Cette ichronie. Et puis, un jeu. On va présenter un jeu. Lequel? Non, c'est ceux-là. Alors si tu prends du lourd aussi. Non, je prends pas du lourd, je prends des grosses boîtes. C'est de la grosse boîte. Voilà, attends, tu vas commencer par la première, c'est celle-ci. Et donc, on vous présente, j'en profite, là je profite de l'émission en effet, pour présenter. C'est chez Nuts, en fait, c'est le système Mémoire 44, c'est Richard Borg. C'est le Command Color. Non, ça c'est encore autre chose. C'est issu du système Command Mais c'est donc Richard Borg, c'est Plastic Soldiers, c'est une société, un éditeur donc britannique qui fabrique justement des petits soldats en plastique, qui a décidé de se lancer en effet dans l'édition de cette série autour bien évidemment de la Première Guerre mondiale. On reste sur le principe et sur la mécanique de jeu que vous connaissez sans doute dans Mémoire 44. Donc vous avez des petites figurines, vous avez des gros hexagones, vous avez en effet des cartes d'activation de commandement pour déplacer vos unités. Alors bien évidemment c'est adapté à la Première Guerre mondiale. C'est un jeu en effet qui est relativement facile à jouer. Il y a pas les règles sont assez simples. Bien évidemment, comme ce sont des Anglais, ils estiment qu'ils ont gagné la guerre eux tout seuls, donc on n'intervient pas dans la boîte initiale. Je trouve ça scandaleux, je me permets de le lire. Je suis d'accord. Heureusement, on a une deuxième boîte qui s'appelle, des jolies petites figurines qui s'appelle évidemment quand même l'extension Armée française. Et puis merci Florent, merci Nuts de l'avoir traduit. De l'avoir fait, de l'avoir traduit. Puis voilà. On a également maintenant une extension donc sur les chars avec une petite boîte française Cocorico là encore, merci Nuts. Parce que ici vous avez les chars britanniques avec les deux gros, avec les quelques chars Schneider. Et puis là on a les Saint-Chamond et les Schneider pour le moment. Voilà, vous avez sachant qu'ici vous avez également des scénarios. Pourquoi l'extension char est intéressante? Parce que vous avez des scénarios 18. Ici vous êtes essentiellement
sur des scénarios en fait de milieu de guerre et puis du Verdun avec les Français. Et ici, on a là encore du milieu de guerre et on a du 1918 avec bien évidemment des chars. Mais bon, ça permet de présenter la série, sachant voilà, c'est une série dont vous avez des dizaines de scénarios et ça joue relativement vite. Donc c'est-à-dire que ça, c'est vraiment typiquement le jeu d'introduction avec lequel on peut jouer avec aussi les enfants. On verra après, il y a d'autres jeux qui ont été publiés qui sont voilà, d'un niveau de difficulté, de complexité supérieure. Mais voilà, donc ça c'est le C7 et puis ça c'est disponible parce que ça ça vient d'arriver. C'est récent, c'est cette année. Donc voilà, je profite de l'émission sur 1917 pour présenter ce jeu. Pour caler. Voilà la fin de ce premier alinéa. Alors en l'occurrence, comme d'habitude, alinéa, on prend le temps. Donc c'était une introduction, une bonne introduction, 1917, qui nous amènera à voir, et en 2 temps, avant la conclusion, le conflit de l'année 1918 sous 2 vagues. On pourrait presque dire, Michel, le match aller et le match retour? Oui, de manière triviale. Oui, bon, ok, allez, vous me l'accorderez, je suis un newbie. Hop, on va faire ça comme ça. Rendez-vous donc dans l'épisode numéro 2, cette année 1918, qui s'ouvre sur la grande marée qui débarque de la droite et qui va vers la gauche. Donc on dit de l'est vers l'ouest. C'est ça. Je ne me suis pas trop trompé. Les Allemands ont l'initiative. On va voir.